Le travail, on y passe nos journées, ça définit souvent qui on est. C'est une part énorme de nos vies. Mais est-ce qu'on s'est déjà vraiment posé la question de ses origines? Parce que, vous allez voir, ses racines sont bien plus sombres et surprenantes qu'on ne l'imagine. Alors aujourd'hui, on va remonter le temps, ensemble, pour comprendre comment une notion qui a commencé dans la douleur a fini par façonner notre monde. Et pour commencer, il suffit de regarder l'origine du mot. Le mot travail vient du latin tripalium. Et le tripalium, eh bien, c'était un instrument de torture. Oui, oui, de torture. C'est quand même fou de se dire ça, non? À l'origine, l'idée même de travailler était directement liée à la souffrance. Alors la grande question, c'est comment est-on passé de ça, de la torture, à un élément central de notre société? C'est tout le sujet de notre exploration. Pour trouver les premières réponses, il faut donc retourner très très loin en arrière. Première étape de notre voyage, le monde antique. Et là, on va voir que la perception du labeur était radicalement différente de la nôtre. Dans les grands mythes fondateurs, je pense à Adam et Ève par exemple, le travail, ce n'est pas du tout une vocation ou un accomplissement. C'est une punition, une condamnation divine, rien que ça. L'idée, ce n'est pas de s'épanouir au travail, mais simplement de survivre, de produire ce qui est nécessaire. En gros, on ne travaille pas par choix, mais bien par pure nécessité. Mais attention, c'est là que ça devient intéressant. Même si le travail était mal vu, il était, paradoxalement, considéré comme absolument essentiel. Il avait en fait un triple rôle. D'abord, une sorte d'hygiène sociale, parce que l'oisiveté, c'était suspect. Ensuite, un facteur de justice, car il permettait d'intégrer un individu dans la communauté. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, il était vu comme le moteur de la civilisation. Et cette hiérarchie sociale, elle est incroyablement parlante. Tout en haut de la pyramide, on a le citoyen, un homme libre. Et son plus grand luxe, sa plus grande fierté, c'est justement de ne pas travailler. Juste en dessous, il y a les intermédiaires, ceux qui font du commerce. Et tout en bas, bien sûr, les esclaves, qui eux sont contraints au labeur. Ça nous montre bien que le prestige ultime à cette époque, c'était l'oisiveté. Bon, cette vision des choses ne va évidemment pas durer éternellement. On avance maintenant de quelques siècles pour arriver au Moyen-Âge, où une toute nouvelle structure va émerger, et tout réorganiser. Bienvenue dans l'âge des corporations. Après la chute de l'Empire romain, il y a une période de chaos, puis un nouvel ordre s'installe progressivement. Et cet ordre, il est porté par les corporations, qu'on appelle aussi les guildes. Il faut s'imaginer des sortes d'associations ultra puissantes qui vont réguler chaque métier. Les boulangers, les forgerons, les tisserands. Le travail devient alors quelque chose de très, très codifié. Et la structure à l'intérieur de ces ateliers était d'une rigidité implacable. Tout en haut, le prévôt, le grand chef. En dessous, le patron de l'atelier. Puis l'ouvrier qui maîtrise son art. Et tout en bas de l'échelle, l'apprenti. Lui, il pouvait passer 5, voire 10 ans à apprendre le métier avant d'espérer monter. L'ascenseur social, on peut dire qu'il était vraiment très très lent. Et forcément, un système aussi rigide, aussi bloqué, ça finit par créer des problèmes. Le point crucial, il est là. Les ouvriers, qui étaient qualifiés, voulaient à leur tour devenir patrons. Mais les patrons en place, eux, n'avaient aucune envie de céder leurs privilèges. Ces tensions vont générer les toutes premières revendications organisées, les racines en quelque sorte de ce qu'on appellera bien plus tard le syndicalisme. Allez, on fait un nouveau bond en avant de plusieurs siècles. Parce que là, un événement va arriver et absolument tout dynamiter dans notre rapport au travail, la révolution industrielle. À partir de là, le rythme du changement devient frénétique. On peut dire que le vrai coup d'envoi, c'est la Révolution française, qui libère les forces de l'industrie. Ensuite, on entre dans une longue période de rationalisation où on cherche à optimiser chaque seconde de production. Et puis, le coup de tonnerre. Les années 70, les crises économiques, qui vont faire voler en éclats tout ce système. Il faut dire qu'entre 1900 et 1970, on a vécu ce que certains appellent l'âge d'or de l'emploi salarié. C'était une période de progrès social assez incroyable. Le temps de travail diminue, la protection sociale pour la maladie ou les accidents se développe, les syndicats deviennent une vraie force de négociation et les machines commencent à soulager l'effort humain. Mais voilà, ce modèle va s'effondrer dans les années 70. Les crises économiques, notamment les chocs pétroliers, frappent le monde de plein fouet. Et ce chiffre, 1 million, rien qu'en France, c'est le nombre de nouveaux chômeurs qui apparaissent en moins de 10 ans. Le choc est d'une brutalité sans précédent. Ce choc a complètement pulvérisé l'ancien modèle. Et il nous a fait entrer de plein pied dans l'ère actuelle, celle que l'on pourrait appeler la grande fragmentation du marché du travail. La conséquence la plus directe de cette crise, c'est une véritable fracture. Une fracture qui définit encore notre monde du travail aujourd'hui. D'un côté, ce qu'on appelle l'emploi typique, et de l'autre, une catégorie qui ne cesse de grandir, l'emploi atypique.
Alors pour faire simple, d'un côté, on a le modèle classique, le fameux CDI, un salarié, un employeur stable, un temps plein, un lieu de travail défini. Et de l'autre côté, on a un univers beaucoup plus éclaté, plus flexible, mais aussi souvent plus précaire. Les indépendants, les contrats courts comme les CDD, le temps partiel, le télétravail. Et le point crucial, il est exactement là. Le problème, ce n'est pas l'existence de ces formes de travail alternatives. Ça a toujours plus ou moins existé. Le véritable enjeu, c'est que l'atypique est en train de devenir la norme pour de plus en plus de monde. Ce n'est plus une simple exception, c'est un vrai changement de structure de notre économie. Et tout ça, ça nous amène à la question centrale et pour l'instant sans réponse claire de notre économie moderne. Cet emploi dit atypique, est-ce que c'est une nouvelle forme de travail, plus libre, plus adaptée à notre époque? Ou est-ce que c'est une forme déguisée de précarité, une sorte d'antichambre du chômage? C'est sans doute sur cette interrogation que se joue une bonne partie de l'avenir du travail.